Le soleil entamait sa lente descente derrière les structures métalliques de la ville, projetant des ombres étirées et incertaines sur le sol poussiéreux de la cour. Un homme au regard pensif contemplait ce spectacle de fin du monde, murmurant des paroles décousues comme s'il cherchait à capturer l'essence même de l'univers à travers une métaphore animalière. Il se disait que l'astre du jour se couchait tel un chien, ou peut-être plus exactement tel un chacal, baigné dans la lumière déclinante et mystérieuse d'un tableau oublié. Cette atmosphère singulière l'inspirait profondément, l'élevant au-dessus du quotidien souvent morne de son existence. À ses côtés, son compagnon de fortune l'observait avec un mélange de curiosité et d'amusement, brisant le silence pour lui demander s'il possédait par hasard une connaissance approfondie du dictionnaire. L'aspirant poète balaya la question d'un geste de la main, affirmant que tout allait pour le mieux, avant de solliciter l'aide de son interlocuteur pour trouver une rime spécifique se terminant par une sonorité bien précise. Son ami, nullement déstabilisé par cette requête artistique, commença à énumérer une liste de termes médicaux et scientifiques, évoquant successivement des articulations, des gélules, des pustules et des globules, pour finalement s'arrêter sur le mot pédoncule. Ce choix technique sembla convenir au créateur, qui trancha immédiatement en déclarant que ce terme ferait parfaitement l'affaire, tout en incitant l'autre à cesser son énumération. Curieux de nature, l'ami voulut savoir la raison d'un tel besoin littéraire. L'explication tomba rapidement, teintée d'une ambition touchante, il s'agissait de participer à un grand concours de poésie organisé par une revue prestigieuse nommée Standard List Magazine. L'ami ne put s'empêcher de saluer cette initiative, constatant avec ironie que son compère restait ainsi parfaitement au fait des opportunités de sa profession. La motivation principale résidait en réalité dans la nature de la récompense suprême, un voyage merveilleux et entièrement gratuit à bord d'un autocar confortable, prévu pour 2 personnes, afin de visiter la ville de Bruxelles. C'était une occasion inestimable que la publication offrait là à ses lecteurs, prouvant qu'elle ne se moquait pas de son public. Désireux de juger de la qualité de cette production, l'ami demanda la permission de lire la prose naissante, mais le poète refusa pudiquement, arguant que les artistes de sa trempe préféraient garder leurs œuvres secrètes jusqu'à leur accomplissement final. Pendant ce temps, un autre membre de leur groupe, un homme aux ambitions plus pragmatiques, voyait dans les événements récents l'opportunité d'une vie. Il affirmait avoir obtenu un plan exceptionnel grâce à un patient de l'hôpital, un individu lourdement accidenté qui logeait dans la chambre 112. Ce patient cherchait désespérément à louer les services d'un médecin pour une affaire personnelle. Le problème majeur résidait dans le fait que notre homme n'avait absolument aucun diplôme médical. C'était précisément pour cette raison qu'il venait solliciter l'aide de ses compères, espérant obtenir de fausses fiches de paie pour tromper le propriétaire et faire croire qu'il percevait un salaire mensuel supérieur à 30 000 francs. La discussion prit alors un tour financier plus direct lorsqu'un des protagonistes, nommé Jamel, fut sollicité pour prêter la somme de 20 000 francs à une collègue prénommée Ami. Celle-ci tenta de recentrer le débat, expliquant qu'elle n'avait besoin que de ces fameux documents administratifs falsifiés et de rien d'autre. Face à l'insistance de la situation, Jamel accepta de s'exécuter immédiatement, tout en bifurquant sur un autre sujet qui lui tenait à cœur, l'organisation de son futur déménagement. Il demanda à son entourage s'il pouvait compter sur leur aide pour transporter ses cartons. Jamel tenta aussitôt de le dissuader de faire appel à des proches, affirmant avec une logique toute personnelle que solliciter des amis coûtait en réalité beaucoup plus cher que d'engager des professionnels. Il commença à détailler un calcul fantaisiste où la location d'une fourgonnette s'élevait à 16 000 francs, une dépense indispensable puisque son petit scooter ne permettait pas de transporter des armoires normandes. Il ajouta à cela le carburant pour 16 000 francs, le petit déjeuner pour 16 000 francs, les trajets en taxi pour le retour pour 16 000 francs, sans oublier les séances de kinésithérapie obligatoires pour celui qui se blesserait inévitablement le dos en portant les charges lourdes. Le verdict financier était sans appel selon lui, et il jurait que ses conseils étaient totalement désintéressés. Pour clore le débat, il prétexta un conflit d'agenda majeur, affirmant que la date coïncidait exactement avec l'anniversaire de sa mère, ou plutôt de la mère de son frère. Son interlocuteur fit remarquer qu'aucune date n'avait encore été fixée, ce à quoi Jamel répondit avec aplomb qu'ils organisaient cet anniversaire de manière totalement imprévisible, sous la forme d'une fête surprise dont la date s'adaptait précisément en fonction des empêchements des uns et des autres. Finalement,
muni de ses nouveaux justificatifs de revenus falsifiés, le faux médecin se présenta devant Monsieur Pasquier, le représentant de la copropriété de l'immeuble tant convoité. Ce dernier inspecta les documents avec une grande satisfaction, s'extasiant devant le niveau élevé des revenus présentés. Un tel dossier garantissait une issue favorable pour l'attribution du logement. L'homme se réjouissait ouvertement de voir enfin un docteur s'installer au numéro 33 de la rue Michelet, un bâtiment communément appelé le 33 par ses résidents. Le propriétaire tenta alors une plaisanterie typiquement médicale, demandant au faux docteur de prononcer le nombre 33, trouvant cette coïncidence géographique et professionnelle absolument hilarante. L'ambiance dans les couloirs de l'hôpital voisin était cependant beaucoup moins joyeuse. Une infirmière tentait tant bien que mal de canaliser l'énergie débordante d'un groupe d'enfants hospitalisés, menaçant de remettre une vieille cassette vidéo de divertissement si le calme ne revenait pas immédiatement. Elle confia son épuisement à ses collègues, exprimant son amour pour les enfants mais avouant qu'elle attendait avec une impatience non dissimulée l'arrivée de Rigolu, le célèbre clown d'hôpital. Sabri, le brancardier de service, s'offusqua immédiatement de cette décision, reprochant à l'infirmière de ne pas l'avoir sollicité lui pour assurer le spectacle. Malgré les rappels de sa collègue sur sa condition de simple brancardier, Sabri revendiquait une véritable nature comique, affirmant qu'il comprenait les jeunes mieux que quiconque et qu'il pouvait les faire rire jusqu'aux larmes en moins d'une demi-heure. L'infirmière resta sceptique, insistant sur le fait que le terme de larmes était précisément ce qu'elle cherchait à éviter. C'est alors que Rigolu fit son entrée sous les acclamations, arborant fièrement son nez rouge emblématique. Les avis divergent immédiatement parmi le personnel, certains louant le professionnalisme de l'artiste tandis que d'autres, menés par Sabri, dénonçaient un spectacle totalement démodé et pathétique. Sabri affirmait que faire rire un enfant était d'une simplicité enfantine et qu'il n'avait besoin d'aucun artifice de cirque pour prouver son talent de comédien. Piqué au vif par les provocations de ses collègues, il décida de se rendre immédiatement auprès des enfants pour leur donner une leçon de véritable humour. Quelques minutes plus tard, l'atmosphère dans la salle de jeu était devenue glaciale. Les rires joyeux avaient laissé place à des bruits de sanglots étouffés. Sabri revint vers l'accueil, dépité et incompris, accusant le jeune public de ne rien comprendre à l'humour moderne, après leur avoir infligé des plaisanteries totalement inappropriées pour leur âge. Ses collègues constatèrent les dégâts avec consternation, remarquant même des traces de nourriture sur son visage. Le brancardier tenta de se défendre en expliquant aux autres membres de l'équipe, et notamment à Rigolu, que le monde du spectacle avait évolué. Selon lui, les jeunes d'aujourd'hui préféraient le basket, la musique, le roller et d'autres distractions contemporaines plutôt que les vieux numéros de clowns traditionnels. Le ton monta rapidement entre le brancardier et l'artiste de cirque. Rigolu, vexé dans son orgueil, lança des remarques méprisantes et stéréotypées à l'encontre des origines de Sabri, lui ordonnant de retourner pousser ses brancards et de cesser de donner des leçons de théâtre. Pendant ce temps, le poète continuait de composer ses vers singuliers à l'autre bout du couloir, associant des histoires de chats et de sirènes dans une œuvre qu'il qualifiait de poésie. Son ami lui fit remarquer que son texte ressemblait étrangement à une célèbre chanson populaire dédiée aux sirènes d'Alexandrie. Sabri, quant à lui, ne décolérait pas et dénonçait le comportement raciste du clown auprès de l'infirmière. Cette dernière refusa de le croire, accusant Sabri d'inventer des calomnies par pure jalousie professionnelle. Dans un autre registre, le faux médecin faisait face à de nouvelles complications concernant son futur logement. Monsieur Pasquier revint vers lui avec une maquette détaillée de l'appartement, lui imposant des restrictions de vie hallucinantes pour préserver la tranquillité d'une voisine acariâtre nommée Madame Marotto. Il était désormais interdit d'installer une télévision ou un appareil musical contre le mur mitoyen, et l'usage des installations sanitaires était prohibé durant toute la nuit. Pour couronner le tout, le faux médecin fut réveillé aux premières lueurs de l'aube par le coq de la copropriété. Excédé par ce volatile qui perturbait son sommeil à 4 heures du matin, il décida de régler le problème de manière radicale. Le lendemain, des marques de griffures suspectes apparurent sur son visage et son bras, attirant les soupçons immédiats de Monsieur Pasquier, qui venait de constater la disparition tragique de son animal de compagnie nommé Augustin. Malgré les dénégations maladroites du coupable, qui prétexta un accident de rasage et les assauts d'un chat imaginaire nommé Rex, la vérité éclata lorsqu'une plume fut découverte sur ses vêtements.
La tension monta d'un cran au réfectoire de l'hôpital, où chacun choisissait son camp entre les défenseurs des animaux et ceux qui comprenaient l'exaspération du locataire. La situation prit une tournure absurde lorsque le propriétaire proposa de remplacer le volatile par un spécimen en provenance des Antilles, déclenchant une nouvelle polémique absurde sur l'origine des gallinacés. Finalement, la réalité rattrapa brutalement tous les protagonistes. Le faux médecin apprit qu'il était purement et simplement expulsé de son logement avant même d'avoir pu s'y installer confortablement. Jamel, de son côté, vit ses rêves de gloire littéraire s'effondrer lorsqu'un huissier de justice se présenta à l'hôpital. L'officier venait lui remettre en main propre une convocation officielle devant le tribunal pour plagiat, les ayants droit du célèbre chanteur Claude François ayant découvert l'emprunt frauduleux des paroles de la chanson dans son poème. Pris de panique face aux conséquences juridiques de ses actes, Jamel tenta maladroitement de nier son identité, affirmant qu'il s'appelait Monsieur Claude, tandis que l'huissier confirmait la procédure, mettant ainsi un point final aux ambitions artistiques et immobilières de toute la bande dans une confusion mémorable.